Bonjour à tous, nous sommes dimanche et comme tous les dimanches, on se retrouve pour discuter de ce qui s'est passé pour chacun cette semaine, dernière semaine de confinement, avant le déconfinement demain. Dernière semaine donc où on a pu a priori profiter de beaucoup de temps pour voir, lire, écouter, goûter des choses, pour reprendre la formule de Blaise qu'on salue. Euh, Peut-être qu'on s'était dit pour commencer, puisqu'aujourd'hui on est trois, donc moi-même, Louis et également Simon. Bonjour Simon. Salut. Et Melaine. Bonjour Melaine. Salut. Donc on s'était dit que pour commencer, on pouvait peut-être présenter chacun ce qu'on avait vécu cette semaine et partir de là pour discuter, échanger, à partir de ce que chacun a pu expérimenter et puis essayer d'en dérouler une discussion. Donc très arbitrairement, je vais commencer par toi, Melaine. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu as vécu cette semaine? Cette semaine, je ne sais pas si je peux parler rapidement de ce que j'ai vécu, mais disons que j'ai été très accompagné par certains films de Naruse. J'en ai vu 4 cette semaine. C'est un cinéaste, Mikio Naruse, du coup, un cinéaste japonais des années 30, 40, 50 et 60. J'avais déjà vu quelques films de lui, et notamment deux que j'avais vus en salle début 2018, il me semble, qui était ressorti en salle, c'était Nuages épars et Une femme dans la tourmente, qui sont deux parmi ses derniers films et qui m'avaient énormément touché. Mais c'est un cinéaste que je connaissais pas très bien en dehors de ça et que j'avais du coup que je n'étais pas, enfin que je n'avais rien revu de lui depuis ce moment-là. Et du coup là j'ai regardé 4 films de lui cette semaine et ça m'a beaucoup accompagné, je dois dire. Et en même temps, je sais que vous connaissez pas très bien ce cinéaste, du coup je sais pas si on pourra spécialement en discuter. Mais voilà, je tenais à le dire, Naruzé, il faut y aller. Mais sinon, par ailleurs, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Je sais pas. J'ai regardé depuis hier soir 4 fois un petit film d'Anne-Marie Miéville qui s'appelle Les Paradis perdus et qui est en fait un court métrage de 4 minutes sorti en 2006, enfin réalisé en 2006, mais il me semble qu'il a été sorti que dans des différentes expos Miéville et Godard et il était disponible nulle part sur Internet en fait. Et c'est Nicole Brenez qui hier soir l'a mis sur le groupe Facebook La Loupe, qui est un groupe Facebook cinéphile qui a été fait pour le confinement en fait de partage de films. Et donc c'est un groupe qui a fermé cette nuit à minuit parce que c'était la fin du confinement, mais qui a été animé par une grande ferveur cinéphile pendant tout le confinement, avec à peu près 7500 membres et énormément de partage de films souvent très confidentiel, etc., et beaucoup d'échanges. Je sais que, enfin, moi, j'y étais, mais de façon un peu distante, mais je sais que il y a beaucoup de gens à qui ça a beaucoup apporté. Et alors, du coup, Nicole Bredez a mis ce film-là hier soir, qu'elle avait dans ses collections personnelles, parce que elle est proche de Godard et de Miéville. Et du coup, elle a mis ce film-là hier soir, qui en fait est un court-métrage de 4 minutes réalisé par Miéville à partir d'une chanson de Christophe, qui est Les Paradis perdus. Donc, c'était vraiment particulièrement à propos en ce moment, puisque Christophe est mort récemment. Et la chanson est absolument magnifique et le court métrage, je l'ai trouvé très beau aussi. Je l'ai regardé 4 fois du coup depuis hier soir. Je le trouve très émouvant. Voilà, donc c'est ce qui m'accompagne aujourd'hui à l'heure de commencer cette émission. Très bien, merci beaucoup. Bah, il y a des conseils au final au travers de tout ça, puisque même si on ne reparle pas de tous les sujets qu'on aborde, au moins les auditeurs auront le loisir d'aller découvrir les films qui ont été Oui. évoqués. Bah Toi, d'ailleurs, du coup, j'en profite pour préciser que si on veut se lancer dans l'œuvre de Naruzé, parmi ceux que j'ai vus, alors je suis pas du tout un fin connaisseur, hein, j'en ai vu du coup 8, je crois, ce qui est peu, hein, il a réalisé beaucoup de films. Le plus connu, c'est Nuages flottants, et en fait, je l'ai regardé hier, et c'est un film, c'est parmi les meilleurs que j'ai vus aussi, je le trouve vraiment magnifique, mais c'est un film qui me semble très lourd et très pesant et presque harassant. Enfin, moi, j'ai été obligé de faire des pauses tellement le film me pesait. Et ça fait partie vraiment de sa réussite. Je trouve que c'est un film qui est sur la fatigue, l'accablement, et c'est aussi son sujet, en fait, à quel point, à un moment donné, les personnages, quand ils se lèvent, en fait, chaque effort est une douleur physique qui vient d'une douleur émotive intérieure qui n'a pas été écoutée, en quelque sorte.
Enfin là, je réduis ça très grossièrement. Mais bref, du coup, je ne conseille pas de commencer par Nuages flottants en fait, alors que c'est le plus connu, parce que je pense que c'est particulièrement accablant et ça peut donner une mauvaise image de Naruse. Et je pense que même si on adore ce film, on peut se dire, je regarderai pas des films comme ça tous les jours. Enfin, en tout cas, moi, je pense que moi, c'est ce que je me suis dit hier. Et alors que j'ai regardé des films de Naruse presque tous les jours cette semaine, enfin pas tous les jours, mais j'en ai regardé 4. Et parce que je pense que tout simplement parce que les autres n'étaient pas aussi plombants que celui-ci. Donc, je conseillerais plutôt de commencer par un film comme Le Repas, par exemple, qui me semble particulièrement narouséen de ce que j'ai vu et qui dure 1h30 et qui est, je dirais pas qu'il est léger, mais le ton est quand même un peu, oui, si, on peut dire plus léger, sans pour autant que ce soit un film absolument frivole ou quoi que ce soit. Ça reste des choses assez douloureuses, etc. Mais qui se regardent beaucoup plus tranquillement, disons. Donc voilà, je rebondissais sur ton idée de conseil. Donc tant qu'à faire, tant qu'à parler de Mais Naruzé tu et as que bien ça fait. serve de conseil, autant préciser un petit peu. Oui, mais tu as bien fait. Alors toi, Simon, à toi de nous raconter ou de nous expliquer ou de nous partager. Tu choisis le ton que tu prends pour nous évoquer ta semaine et ce qui l'a constituée. Alors moi, à l'inverse de Malène, je suis dans des films beaucoup moins sérieux, beaucoup moins pesants en ce moment. Je lorgne plutôt du côté de la comédie globalement. Il y a 2 films, qui m'ont interpellé en tout cas dans ceux que j'ai vus. Enfin, un plus que l'autre, c'est, Marie à tout prix des Farrelly, des frères Farrelly, qui est un de leurs 1ers films, un des films qu'ils réalisent dans les années 90, et heu et qui m'a interpellé sur plein de sujets qui m'intéressent en ce moment, surtout vis-à-vis de la comédie, entre autres de l'écriture de personnages, du rapport aux clichés, tout ça. Et un autre, que j'ai vu plus récemment et qui continue un peu de me travailler parce que finalement je l'ai vu juste hier, c'est, Dragons Forever de Corey Yuen et Sammo Hung avec un peu le trio d'acteurs de cette époque, dans les films de Sammo Hung. C'est Sammo Hung, Jackie Chan et je me souviens plus les noms du 3e acteur, pardon. Mais et qui est un film en fait, bon qui est tout très typique en fait dans le cinéma de Sammo Hung, donc un côté, extrêmement léger, humour souvent assez régressif, souvent très potache, couplé à quelque chose de, beaucoup plus sérieux, de trafic de drogue, avec, dans un voilà. Donc il y a toujours un peu ce mélange, c'est pas non plus le Samung le plus extrême, dans ces sujets, mais ça reste un film plutôt sympathique à regarder, quand on aime, le cinéma d'action, voilà, de cette période, à Hong Kong. Et toi, Des Louis, du approches coup, plutôt variées là. ouais, même si Oui, moi je précise quand même que j'ai pas regardé que des films plombants entre guillemets parce que j'ai aussi regardé JLG Autoportrait de décembre qui est un film de Godard extrêmement drôle et extrêmement vivifiant je trouve. Voilà. Louis, je te laisse la parole. bah, écoutez, moi j'ai une semaine étonnamment chargée en revenant dessus finalement. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal exploré de choses alors que j'avais l'impression de pas avoir fait grand-chose. En vrac, il y a des choses qui m'ont un peu marqué. J'ai regardé le Pinocchio de Matteo Garonne, qui du coup est sorti directement en vidéo, que j'ai vraiment trouvé très très mauvais. Après, j'avais pas forcément un très bon rapport avec Matteo Garonne déjà avant. Par contre, j'ai découvert une facette d'une chanteuse que je ne connaissais pas, en l'occurrence Alizée, dont j'ai écouté l'album Une enfant du siècle, que j'ai vraiment trouvé très très beau. Et j'avoue que Alizée ne m'avait jamais jusque-là intéressé outre mesure. Je m'étais peut-être à tort arrêté à l'image qu'on pouvait lui donner très, on va dire, superficiellement, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est lancé à la volée. C'est sur YouTube, vous pouvez écouter cet album qui est vraiment très très beau. Et J'ai un... je me permets Ouais, d'appuyer le conseil parce que j'aime bien aussi cet album en ah bah, très bien. particulier et Alizé en général. Ben, ça m'a donné envie d'aller en écouter plus en tout cas. J'ai joué à des jeux vidéo, mais j'aurais pas le temps de m'arrêter dessus parce que sinon on va faire 2 heures. Peut-être un truc sur lequel on pourra discuter. J'ai regardé Driller Killer de Abel Ferrara,
qui est son premier film, il me semble, après sa période porno, et qui m'a pas mal fasciné pour le coup. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous. Parce que je sais que parmi vous, il y a des fans de Ferrara. Moi, je connais pas très bien. J'ai vu sporadiquement quelques films. Et en tout cas, j'ai vu Driller Killer en début de semaine. Et par contre, le gros morceau auquel je me suis attaqué cette semaine, c'est que j'ai, en fait, et qui m'a un peu occupé tout l'esprit, c'est que j'ai revu Psychose. Et en fait, j'ai voulu un peu explorer. Le film m'a repassionné. Je le vois pas tout le temps non plus, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il m'a repassionné. Et du coup, j'ai lu le roman de Robert Bloch parce que je l'avais sous la main et je me suis dit que c'était l'occasion, dans la suite du film, entre guillemets, d'aller explorer le livre et de voir ce qu'on pouvait y lire d'intéressant et puis tout simplement pour lire le roman en tant que tel. J'ai découvert aussi l'existence d'un montage allemand. Je vais pas m'étendre dessus, je vous rassure, parce que je mène en ce moment ma petite enquête dessus, mais j'ai découvert voilà, qu'il existait un montage allemand de Psychose qui serait une version non censurée. Donc ça me prend pas mal de temps, je recherche le maximum d'informations à ce sujet. Et je me suis replongé dans la lecture d'un livre que je vous recommande du coup aussi, de Luc Vanchery, qui s'appelle Psycho, la leçon d'économie d'Alfred Hitchcock, et qui est un livre que j'ai déjà lu. C'est assez rare que je relise des livres, mais là j'avais vraiment envie de me replonger dans Psychose et plein d'approches, euh, plein d'approches possibles du film. Et ce livre est vraiment merveilleux. J'ai même pas envie spécialement de parler de ce dont parle le livre parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. La seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est un éclairage fabuleux du livre, qui est un peu ardu au début. Je suis surpris à chaque fois que je me replonge dedans de me dire, ah oui, le début est quand même ardu, et plus on avance, plus je trouve les choses sont claires, lumineuses. Et c'est un livre que je recommande globalement à tous ceux qui s'intéressent à Hitchcock et même plus, plus largement à ceux qui s'intéressent au rapport entre cinéma et peinture. J'en dirai pas plus. Donc ma semaine a été bien occupée par Hitchcock et un tout petit peu par le cinéma hongkongais aussi parce que j'ai vu Judo de Johnny To, qui était proposé en avant-première par le vidéoclub de Carlotta. Euh, je sais pas si vous avez vu. Je crois que Simon a vu Judo. Ouais, j'ai vu Judo, ouais. Il y a longtemps, c'était ma période Genito. Donc finalement un petit peu de cinéma hongkongais, tout le monde cette semaine. Non, pas Non, pour pas vous. pour moi. J'ai prévu de regarder Time and Tide dans les prochains jours. Mais moi, je connais pas très bien le cinéma hongkongais, voire à peine. Mais Johnny To, j'ai Bon, vu 3 films de lui assez récemment. J'accroche moyennement, même s'il y en a que j'ai bien aimé. Mais bon, bref. Bah, je ne sais pas du coup de quoi vous voulez parler particulier, s'il y a des choses qui vous Mais semblent c'est des choses intéressantes. très différentes. Oui, On a vu quand même ouais, des choses ouais. très différentes. On n'a pas de point d'accroche, on va dire, ni thématique, ni. Ouais, c'est vrai. Après, on peut très bien partager aux auditeurs le fait qu'on a un peu discuté entre nous et que on s'est mis à parler d'un truc un peu, on va dire, inattendu et qui interroge beaucoup plus que la simple manière de regarder des films, puisqu'on a découvert qu'on avait quand même un point commun qui non seulement n'est pas partagé par tout le monde et qui pourrait faire bondir beaucoup de personnes, mais qui malgré tout ont fini par intégrer notre manière de regarder des films dans un certain cadre en tout cas. Ouais, tu voulais parler du fait que j'ai regardé Nuages flottants du coup en faisant pas mal de pauses pendant le film, c'est ça que tu voulais dire. Ok. Exactement. Ouais, bah moi du coup ce film-là, je l'ai regardé hier soir je l'ai lancé parce que j'étais dans ma période Naruzé et que c'est son film le plus connu et je m'étais dit tiens voilà je vais regarder celui-là, maintenant il est peut-être temps. Et j'ai adoré le film, mais je l'ai trouvé du coup, comme je le disais tout à l'heure, très plombant en fait et très, enfin plombant. Je sais pas si c'est le bon mot en fait, mais je dirais que les personnages commencent le film en étant d'emblée des personnages fatigués, très fatigués, exténués, qui se retrouvent mais qui s'aiment pas vraiment. Enfin, si qui s'aiment mais qui justement ne trouvent pas trop de moyens de s'aimer, de se retrouver ensemble. C'est un ancien couple qui s'était rencontré pendant la guerre et qui se retrouve après la guerre. Et, euh, et du coup, en plus, l'homme est marié à ce moment-là, elle revient. Mais vraiment, le premier plan, en plus, on la voit, elle marche au milieu de plein de gens qui marchent, ils sont tous à la tête baissée, ils sont accablés. En fait, ils arrivent d'un bateau, on sent qu'ils sont complètement crevés par le voyage. Le film commence comme ça, par ces 2 plans de elle qui marche au milieu d'un groupe. Donc déjà, on sent que voilà, quand le film commence, les personnages commencent pas, quoi. Ils sont déjà en bout de chemin, mais ça, c'est très très fréquent chez Naruse. Il y a toujours cette idée
de voir c'est constant, j'ai l'impression, dans tout ce que j'ai vu. C'est toujours prendre les personnages à un moment donné où ils sont plus sur une pente descendante qu'ascendante. Mais bon, bref, du coup, le film, il commence comme ça, et en fait, et ça a beau commencer déjà dans cette fatigue, c'est pas, le film, c'est pas une résorption de la fatigue, c'est l'inverse, ils sont de plus en plus fatigués dans le film. Et du coup, c'est vraiment exténuant à regarder. Et du coup, j'ai fait plein de pauses pendant le film. En fait, il y a plein de moments où j'ai fait une pause, soit pour aller aux toilettes, soit pour me rendre sur Internet, soit pour simplement pour faire une pause, quoi, pour aller me faire une petite tisane. Enfin voilà, plein de choses. Mais du coup, j'ai fait plein de pauses et le film qui dure 2 heures, j'ai regardé peut-être en 4 heures à peu près. Et voilà, c'est pas enfin, c'est pas une pratique qui m'est hyper courante à ce point-là, mais par contre, moi, je fais souvent des pauses pendant les films, des petites pauses assez courtes. Après, notamment parce que j'ai du mal à me concentrer en fait sur le long cours, quelle que soit la chose sur laquelle je dois me concentrer. Et puis parce que je sais pas. Enfin, je considère que j'ai pas, disons, cette idée un peu sacralisante du film et du cinéma qui voudrait que on regarde tout d'une traite et qu'on ait les yeux fixés dessus, etc. Moi, je suis plutôt dans l'idée que voilà, c'est un objet qui se présente à mes yeux. Puis après, même pendant que je regarde le film, ça m'arrive d'être sur mon téléphone, de faire autre chose, etc. Ça dépend évidemment aussi à quel point le film est prenant, mais il y a, voilà, c'est mes pratiques de cinéphile, on va dire. Mais je sais pas après vous, du coup, de quelle façon vous regardez les films, si ça vous arrive de faire des pauses, etc. Je sais pas. Bah, moi, je fais très, très souvent des pauses, sur les films. Même, il y en a pas mal que je ne finis pas et même je fais quelque chose d'encore plus scandaleux, je passe des films en accéléré. Ah oui, le fameux sacrilège cinéphile. Sur ton téléphone? Regarde tes Non, films pas en à ce point, téléphone, sans accélérer. pas à ce point non plus, mais pourquoi pas un jour. Regarder un film dans le métro ou je sais pas. Ouais, je me souviens d'une fois, j'étais dans le bus à Grenoble et il y avait juste devant moi un enfant, enfin peut-être ado, je sais plus, je me rappelle plus très bien, il devait avoir disons 11-12 ans, qui regardait Creed sur son téléphone. Creed venait de sortir, il était dans le bus, il regardait sur son téléphone avec des petits écouteurs Creed. Et c'était vraiment plus pour un trajet court, donc j'imagine qu'il regardait un bout du film, puis qu'ensuite il s'arrêtait, puis qu'il regardait un autre bout chez lui, ou je sais quoi. J'avais Moi, je trouvé reg ça très amusant, hein. Moi, je me suis pas du tout dit au sacrilège, je me suis dit c'est très amusant, et même j'étais presque envieux même d'avoir ce rapport-là aussi, aussi léger en fait à la chose. Je pense que ça peut être très agréable et même très Personnellement, porteur, disons. personnellement, j'ai des séries de métro. Moi, alors, avec le confinement, je me suis adapté, c'est devenu ma série de vaisselle. C'est quand je fais la vaisselle, mais Friends, je regarde ça que dans le métro. Mm. En allant au travail, j'ai à peu près 50 minutes de trajet, c'est 2 épisodes de Friends. Les Et sitcoms se très prêtent agréable. particulièrement bien, j'ai l'impression, à ce format, plus accompagnant d'une autre activité que bah, moi en général, quand je vois des gens regarder un truc dans le métro, en général, ils regardent une sitcom. C'est quasi Ou des systématique. animés. Beaucoup Ouais d'animés, je aussi, Ouais, regarde. bah, des après c'est animés, aussi c'est le vrai, format ouais. court qui permet ça peut-être, Alors pour rebondir sur ce que tu disais, Melaine, moi je me suis vraiment totalement reconnu dans ta description. En fait, c'est marrant parce que j'ai remarqué un truc au fil des années, c'est que je m'ennuie face à pratiquement tous les films. Je ressens un ennui mais vraiment fort, hein, c'est-à-dire pas juste des petits moments de flottement, Mm. mais un ennui qui parfois est assez désagréable, hein. Je ne l'ai pas encore pleinement intégré comme quelque chose qui fait partie de mon expérience. En général, c'est assez désagréable et parfois je redoute même de lancer un film en me disant je sais d'avance que je risque d'avoir du Mm. mal à le regarder. Et ça me le fait énormément sur presque tous les films, même ceux que j'adore, sauf sur les films que j'ai déjà vus il y a longtemps et que je redécouvre parfois quelques années après ou en ayant revu entre-temps. Et je sais pas pourquoi en fait ça me le fait sur les films que j'ai vus, je dirais, jusqu'à mes 15-16 ans. Les films que j'ai vus jusqu'à mes 16 ans, en les revoyant, j'ai pas de problème. Par contre, si j'ai vu le film il y a 2 ans, en le revoyant, je risque encore de m'ennuyer assez Mm. violemment. Et par exemple, cette semaine, j'ai expérimenté avec Psychose, face auquel enfin, j'ai l'impression que le film a duré 15 minutes, quoi. J'ai été devant du début à la fin. Alors, c'est Psychose aussi, c'est très prenant, mais je me demande si je le découvrais aujourd'hui, quel rapport j'aurais. Je sais pas, vous, Mais qu'est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
Est-ce que ça t'arrive, plus ou moins selon le «type de film» entre guillemets, parce que je sais pas si on peut parler de type de film, mais Bah, en fait, oui, c'est très étrange, mais ça va dépendre aussi. On en a déjà parlé entre nous hors antenne, mais c'est vrai que des fois, on a des envies aussi qui font que si on regarde un film qu'on n'a pas forcément très envie de regarder, juste en termes d'intuition, on va peut-être avoir plus de mal. Mais moi, je sais par exemple que quand j'ai envie de regarder un film, mais que je suis dans une, où je sens que ça va pas le faire, genre, je vais regarder un film d'horreur assez léger entre guillemets, parce que je sais qu'il y aura pas de problème. mmh. Mais en fait, pour que je regarde un film, par exemple, je sais pas, je prends un exemple complètement au pif, mais un film de Kurosawa, il faut vraiment que je sois dans une disposition très particulière et que je sois vraiment prêt à regarder le film. Alors, par chance, ça arrive relativement souvent quand même. Après il y a Mais des films de Kurosawa, qui sont particulièrement chiants aussi, sans vouloir, oui, non, mais j'ai pris Kurosawa comme Oui, oui, comme non, non, mais exemple. oui, oui. C'était pour en profiter pour lancer une petite pique, Alors des fois, complètement par hasard, un film va me capter sans aucun problème, etc. Mais c'est très très rare. Et ça me le fait beaucoup au cinéma aussi. Notamment, moi, je suis un grand, enfin, un peu moins maintenant, mais il y a une époque, j'ai beaucoup fréquenté l'Institut Lumière, et c'est vrai qu'il y a des séances, pardon, qui ont été assez douloureuses parce que je voyais beaucoup de films, parfois souvent des très bons films d'ailleurs, pas toujours, mais j'avais toujours cette appréhension d'aller à la séance, et j'avais même une part de moi-même qui me disait, j'y vais, mais presque à reculons, parce que j'ai envie de voir le film, mais je sais qu'il y aura quelque chose d'assez douloureux, dans l'ennui que je vais pouvoir y ressentir. Et alors, moi, j'ai longtemps attribué ça à un problème d'attention, comme tu le disais, parce que je fais beaucoup de pauses aussi. Mais je vous avoue que des fois, c'est un peu déstabilisant parce que je me dis, mais j'aime le cinéma, mais finalement, regarder des films parfois est une forme d'épreuve, quoi. mmh. Ouais, c'est une forme d'épreuve, ça l'est tout le temps, plus ou moins, je dirais. Mais après, ouais, moi, je sais que, en fait, je crois que je sais pas exactement ce que c'est l'ennui. Pas dans le sens où je m'ennuie jamais, hein, parce que ça peut m'arriver devant des films que je m'ennuie vraiment, et d'ailleurs même des fois des bons films, hein. Je me rappelle Chedo de Ousmane Sembène. C'est un film que je trouve très bon, mais je m'étais vraiment ennuyé, mais c'était pas dû au film. Enfin, je pense que c'était dû à simplement les conditions à ce moment-là. Je sais plus quelles elles étaient, mais voilà, c'est un film qui m'avait ennuyé, sans que ce soit dû au film, parce que je l'avais trouvé quand même très bon en le regardant avec cette distance-là. Mais disons que, par contre, très souvent, ce qui m'arrive, c'est que j'ai une sorte de distance et parfois des problèmes même à me concentrer devant le film. Pour autant, j'assimile pas ça direct forcément à de l'ennui, en fait. Mais c'est assez particulier à dire. Et d'ailleurs, parfois aussi, ce qui m'arrive, c'est que je suis assez distant au moment, et pour autant, il y a quelque chose qui, il y a des scènes ou des moments ou des gestes qui ensuite me restent beaucoup, alors même que sur le coup j'étais distant, et qui ensuite me restent comme des moments bouleversants. Et c'est toujours quelque chose de très particulier. Et j'ai vraiment l'impression que dans mon rapport aujourd'hui au cinéma, le souvenir des films est souvent plus fort que le moment même du visionnage. Mais c'est presque tout le temps pour moi. C'est à quel point en fait les films m'accompagnent et me travaillent dans la mémoire même dans le corps en fait. À quel point je sens qu'il y a quelque chose qui prend en moi et qui travaille et qui chemine avec moi. Et à quel point en fait ça m'est beaucoup plus précieux et important que le moment même du visionnage. Et qui finalement en fait personnellement c'est assez rare que pendant que je regarde le film j'ai des sensations fortes, disons. Alors que quand j'écoute une musique, je peux très vite pleurer ou très vite être très ému devant une musique, tandis que devant un film, c'est souvent beaucoup moins le cas. Et pour autant, je le regarde pas du tout froidement ou intellectuellement, hein. Vraiment, je sais pas j'ai jamais un regard directement cérébral, disons, mais mais je sens que toutes les choses qui prennent, qui viennent en fait, la rencontre, disons, elle met du temps en fait à s'assimiler dans le corps et à cheminer en fait, en quelque sorte, quoi. Alors que la musique, c'est beaucoup plus direct. Même la peinture, il peut arriver que ce soit très direct aussi. Pour moi, c'est un art qui me meut assez particulièrement. Le cinéma, c'est moins direct, mais pour autant, c'est pas une émotion que je dirais qu'elle est, enfin, je dirais pas que c'est une émotion qui est moins forte. C'est plus vraiment au niveau de la sensation instantanée que c'est moins fort, mais pour autant, je dirais pas que l'émotion devant est moins forte. Mais j'ai un peu déplacé ta question. C'est pas exactement l'ennui, mais je pense que ça a un lien quand même. Mais tout à fait, l'ennui que je décrivais est bien particulier. Moi, l'ennui dont tu parles, je le reconnais bien. C'est celui ce truc un peu flottant où on regarde le film en laissant couler les choses et en étant un peu distant. Et ça, c'est ce que je ressens devant un film de Jonas Mekas ou devant le Jeune Dielman de Ackerman, par exemple.
Mais celui que j'évoquais, c'est vraiment quelque chose qui finit par devenir physique et où j'ai le besoin de faire autre chose. Où Mmh. je, alors même que le film peut être un film très intéressant, qui m'intéresse même, que j'aime, etc., j'ai un besoin de sortir de la salle ou de faire autre chose. Et à partir du moment où juste, si je suis sur mon ordinateur, je coupe le film et je fais autre chose sur mon ordinateur, bah ça va mieux. Et je lance vraiment ça comme une interrogation parce que j'ai pas encore totalement résolu la question. Le simple truc auquel je fais attention maintenant, c'est de plus me forcer, ce que je pouvais faire à une époque, de me forcer à voir des films, en me disant, bah non, mais bon, t'as pas trop envie, mais il faut que tu regardes au moins un film Mmh. aujourd'hui, sinon ta journée sera un peu perdue. Ça, maintenant, je me suis complètement détaché de ça et j'ai déjà eu des périodes de pas loin de 2 mois sans film. Mmh. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Parce que c'est Et vrai que quand on d'ailleurs, sort, est-ce qu'à la fin de ces périodes, quand tu reviens et quand tu reviens, comme si tu étais parti pendant que tu regardais plus de films. Non, mais je veux dire, quand tu regardes à nouveau un film après 2 mois sans film, est-ce que là, d'un coup, c'est directement beaucoup plus prenant et beaucoup plus plaisant ou alors pas ben, forcément? en vérité, oui, pour la simple raison que, en général, quand je suis dans une période comme ça où je me déconnecte un peu, quand j'y retourne, c'est pas volontaire, où je me dis d'un coup, tiens, je vais retourner voir des films, c'est juste que la situation se présente, où je suis avec des amis, avec ma compagne, où on va au cinéma, et je me retrouve devant un film que du coup j'ai envie de voir. Hmm. Et en général, ça repart d'un film que j'ai vu, et après, je me remets à revoir des films, etc. Mais il faut dire que c'est aussi issu du fait que j'ai eu une période relativement longue où je pouvais facilement regarder 2, 3 films par jour, de manière quasiment systématique. Hmm. Et je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être qu'on est beaucoup à être passé par là quand on se forge, entre guillemets, une culture cinématographique, même si elle reste toujours très relative. Il y a un moment un peu de boulimie, et en discutant avec beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'on est assez nombreux à passer par là. Je pense que Simon a peut-être des choses à nous dire là-dessus, même si son rapport est différent. Mais à bout d'un moment, ça devient assez problématique et il y a une situation de rejet qui est presque une overdose en fait. J'aime pas trop les analogies, mais là en l'occurrence, il y a ce truc au bout d'un moment, on n'en peut plus quoi. Et on se gave un peu d'images et moi j'ai ce souvenir où je me fixais des listes et j'essayais de les respecter. Je me retrouvais à 3 films par jour et le troisième en fin de journée, c'était une souffrance. Mais je me disais, ah, non, mais si je le vois pas aujourd'hui, ça va décaler et puis il faut encore que je regarde ça. Et c'est un peu la course à, bah voilà, il faut avoir vu au moins tel ou tel film de Wells, au moins tel ou tel film d'Hitchcock, sinon on n'a rien vu. Et maintenant ça va mieux et j'assume de ne jamais avoir vu Le Parrain et tant que j'ai pas envie de le regarder, je le T'es regarderai pas. soigné. Comment? Tu t'es soigné, c'est bon, maintenant ça va mieux. Ça va mieux, voilà. Et toi, Simon, est-ce que ça va mieux? Bah, moi, j'ai ce que disait Melaine par rapport aux films qui nous accompagnent, le côté un peu a posteriori de l'effet du film. J'ai presque envie de parler d'un effet inverse que je ressens parfois, et peut-être particulièrement sur des séries. C'est-à-dire que je ne me souviens absolument pas d'un tas de trucs que j'ai vus. Pourtant, je sais que quand il m'arrive de repenser à ce film, me dire: «Ah, c'est vrai que j'ai vu ce film et tout», je lui reconnais une valeur super importante, dans mon parcours. Et pourtant je n'y pense jamais, en fait, à ce film. Il m Disons, il ne m'obsède pas, dans le sens où tu as des films qui peuvent vraiment, juste un film te prendre la tête pendant un mois, et à chaque fois qu'on te parle de cinéma, tu penses à ça, quoi. Exactement le phénomène inverse, disons. Mais qu'en même temps, je lui reconnais vraiment un apport, si tu me parles de ce film, je vais faire: «Ah ouais, mais ce film, ouais, il m'a vraiment marqué pour ça et tout», et je reconnais qu'il a changé ma perception sur certains aspects du cinéma, certains aspects de ouais, de ma vision des choses, tout ça. C'est marrant parce que je dirais pas que c'est totalement inverse parce que perso j'ai aussi ça en fait et c'est même ça cohabite tout à fait avec ce que je disais tout à l'heure. Et c'est-à-dire que moi je me souviens très mal des films. Alors ça a un peu changé en fait depuis janvier parce que depuis janvier je tiens un petit journal personnel où j'écris des petites notes sur à peu près tous les films que je vois ou en tout cas tous ceux qui m'intéressent un minimum. Qui m'intéressent, ça peut être en très mal aussi, mais je veux dire il y a des films que je vois où vraiment j'ai rien à en dire particulièrement, mais globalement c'est la grande majorité des films que je vois où j'écris des petites notes après l'avoir vu.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait énormément en fait à me souvenir des films, à me souvenir des passages. Par exemple, au début de l'année, j'ai vu Isn't Life Wonderful de Griffiths, qui est un film magnifique. Et il y a des images en fait qui me restent très fortement en tête, mais je sais que si elles me restent en tête comme ça, c'est aussi parce que j'ai écrit. Même parfois, c'est pas, enfin même la plupart du temps, c'est pas une écriture forcément critique, c'est juste une petite description de la scène parce que je sais elle m'a touché sur le coup et je me suis dit tiens, à ce moment-là. Dans Isn't Life Wonderful, où il y a toute la famille qui se retrouve, où il y a le plat fumant de pommes de terre qui arrive sur la table, et vraiment il y a un gros plan sur le plat, il y a les pommes de terre, il y a la fumée qui sort, et ensuite après on voit tout le monde qui est plein de joie et tout. C'est un moment que j'ai trouvé magnifique, et je l'ai écrit, et du coup ça me permet là de m'en souvenir encore, et ça m'aide beaucoup pour ça. Mais par contre, avant ça, et même encore un petit peu avec ça, hein, mais très souvent je me souviens très très mal des films aussi, je les oublie assez vite, et pour autant, je trouve que c'est pas directement contradictoire avec cette idée d'accompagnement. C'est-à-dire que je peux avoir des films en fait qui m'accompagnent beaucoup sans pour autant que j'en ai un souvenir précis, mais qui m'accompagnent sur quelque chose de plus intense, de plus, je sais pas trop comment dire ça. Mais par exemple, un des exemples les plus frappants pour moi, c'était quand j'avais découvert Jerry Lewis, les films réalisés par Jerry Lewis, et que j'avais l'impression, j'en ai regardé plusieurs en un week-end, et j'avais l'impression que ça modifiait ma façon d'appréhender mon propre corps, je me sentais beaucoup plus léger dans mon corps, etc. C'était vraiment très direct, mais je pense que ça m'arrive en fait avec tous les films qui me sont chers et qui me sont importants, mais de façon plus ou moins perceptible et plus ou moins dissible. Mais pour Jerry Lewis, c'était assez évident. Et pour autant, la plupart des films que j'ai vus à ce moment-là de Jerry Lewis, je crois que j'en ai vu 5 ou 6 dans le week-end, j'en ai pas beaucoup de souvenirs précis en fait des films. Mais j'ai souvenir de ce sentiment-là et je sais que je les aime et qu'ils me sont très précieux aussi pour ces raisons-là, quoi. Et que sur le coup, je les ai adorés, mais voilà, ça m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, disons, en tout cas de souvenirs dans le sens souvenir d'une scène ou souvenir d'une image. Mais ça m'a laissé un souvenir qui est autre en fait, un souvenir beaucoup plus, je sais pas comment dire ça, charnel en fait, presque physique. Enfin voilà, je sais pas. Mais du coup, c'était pour dire que je trouve pas ça forcément contradictoire ce que tu dis et que j'ai le même problème que toi. Très souvent, en fait, je me souviens très mal des films. Et par contre, c'est compliqué quand tu te retrouves à devoir en parler avec des gens et que tu te dis, ouais, moi j'ai adoré ce film, je l'ai vu il y a un an et demi par exemple, parce qu'il n'y a pas très longtemps finalement. Et en fait, je m'en souviens très peu, donc je suis pas trop capable d'en discuter précisément avec quelqu'un. Je peux me discuter à la limite, en fait, ce dont on peut parler, c'est plus du souvenir de ce qui nous avait marqué sur le coup, plutôt que qu'en parler précisément. Par exemple, je peux te dire, je sais pas moi, parce que là, je dis ça, ça sera un gros cliché, mais par exemple, tel film de Ford m'a marqué parce que je me souviens que j'avais pensé à ce moment-là que dans le rapport à la communauté, la rencontre avec l'autre, etc., ouais, c'était fort. Mais par contre, je peux même pas dire précisément ce qui m'a semblé fort dans le rapport à la communauté et la rencontre avec l'autre dans ce film. Parce que je me souviens pas très bien du film. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu décris aussi comme sentiment. Et moi, ça m'amène à un truc qui m'intéresse en fait de plus en plus, même si j'ai jamais trop osé franchir le pas. C'est le revisionnage. Parce que je suis un mec qui, étant, étant petit, a énormément revu les mêmes films. Et pourtant, après, quand j'ai commencé à rentrer dans une réelle boulimie en fait, de cinéma et vraiment à voir, plusieurs films par jour et tout, justement dans un souci, aussi de s'intéresser à ce qu'on ne connaissait pas encore, je ne revoyais presque jamais les films, mais vraiment. Il y a quelques films, quelques rares exceptions, mais dans l'ensemble, je ne revoyais presque aucun film. Et maintenant que j'ai arrêté de voir beaucoup de films quotidiennement, de plus en plus, ça commence à me titiller cette idée que revoir un film, ça peut apporter, vraiment quelque chose. Parce que jusque-là, je considérais beaucoup qu'un deuxième visionnage pouvait apporter, surtout une dévalorisation, par exemple, de l'émotion que pouvait te véhiculer un film. C'est-à-dire si tu l'avais déjà vécu une fois, forcément la deuxième fois serait beaucoup moins intense et cetera. Le côté un peu, sublime que peuvent, te faire, par exemple, les films qui te marquent vraiment à un moment, ça me nuise, à mesure que tu le vois. Et en fait, comme je suis plus trop dans cette démarche, je me dis: «Mais en fait, il y a pas,
Ça dépend aussi de ce qu'on attend d'un film. Toujours, si on attend évidemment une charge émotionnelle, elle risque peut-être de baisser à un deuxième visionnage. Mais aussi, le deuxième visionnage, maintenant, pour moi, c'est plus l'idée de vraiment clarifier des problèmes qui m'avaient interpellé dans le film. Et un deuxième visionnage permettra peut-être de clarifier ou de revenir sur ces problématiques au moment où elles se posent à nouveau. Et ça m'intéresse de plus en plus, en fait. Mmh. Du coup, ça me demandera pas forcément de voir n'importe quel film une deuxième fois, mais vraiment de les choisir particulièrement. Ouais, moi je voulais rebondir vite fait sur cette idée d'émotion, parce que c'est vrai que alors c'est un peu peut-être du chipotage sur les termes, mais ça me semble important parce que c'est vrai que on parle souvent de l'émotion, et moi c'est vrai que pour parler de ce qui disons nous frappe et nous prend assez intensément au moment où on regarde le film, j'emploie plutôt le terme de sensation, parce que pour moi l'émotion c'est quelque chose de plus profond en fait, et qui justement tient aussi en l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure en fait. Émotion, ça a à voir avec motion, le mouvement, et c'est quelque chose de vraiment plus ce qui te met en mouvement, ce qui te met en branle, pour moi en tout cas. Ce qui te trouble et ce qui met en mouvement ton corps et ton être au monde en quelque sorte. Tandis que la sensation, c'est beaucoup plus quelque chose d'instantané, et qui, en tout cas dans l'idée que je m'en fais. Après, peut-être que sensation, il faudrait approfondir un peu le terme, et c'est possible que je me trompe aussi. Mais disons que, en tout cas, cette chose très directe qui peut nous frapper et nous faire qu'on est très pris dans un film. Personnellement, j'appelle pas ça l'émotion, même si. Après, voilà, c'est un peu du chipotage sur les termes, mais je pense que c'est intéressant d'essayer de s'interroger sur ces termes-là, parce que ça permet aussi en fait de préciser ces choses qui sont très imprécises et qui sont très. Et puis aussi, je me rends compte que très souvent, quand on parle des films avec des gens qui sont non cinéphiles, entre gros guillemets, il y a souvent cette idée toi tu regardes des films avec enfin ta regard analytique, et moi j'ai pas envie de perdre cette impression cette sorte de truc justement très prenant, et de ce qu'on peut appeler l'immersion même parfois, c'est ce truc très prenant devant un film. J'ai pas envie de le perdre en faisant attention à tout ça. Et je sais que personnellement, en fait, ce que j'ai peut-être un peu perdu en termes de sensitif direct devant un film, je l'ai gagné en ce que j'appelle l'émotion, et qui me semble en fait immensément plus fort et plus important dans ma vie. Et du coup, je regrette pas une seule seconde de me sentir souvent moins pris par le film, mais par contre d'être, enfin, pris directement au moment même du visionnage. Et par contre, j'ai tellement gagné en fait en la façon dont il m'accompagne dans ma vie, et dans ma vie à la fois d'un point de vue tout à fait individuel, et à la fois dans ma vie en société, quoi, dans mon rapport aux autres, au monde, etc. Et dans ma façon dans ma perception aussi du monde, qu'en fait je me rends compte que ça m'est tellement beaucoup plus précieux, et même en termes peut-être même de plaisir, ou même de ce point de vue-là, en fait, dans la joie que ça peut procurer, je trouve ça immensément plus fort, en fait, beaucoup plus intense. Enfin, voilà, je tenais à préciser ça, c'est pas exactement dans le sujet, mais c'est vrai que ce que tu as dit, ça m'y a fait penser, c'était pour rebondir un peu par rapport à ça. Ça me donne envie de vous adresser une question. Est-ce que ça vous arrive de ressentir un certain malaise en voyant un film justement dans lequel vous êtes en immersion entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va vous emporter, etc., mais où en même temps il y a quelque chose qui vous dérange profondément dans le film en soi. Moi, j'ai un exemple, c'est un film que je trouve absolument abject qui s'appelle Love Hunter, qui est un thriller, je crois, australien, sur une femme qui se fait séquestrer, etc. Et je trouve vraiment le film abject dans le sens où je trouve que ce qu'il dit, ce qu'il raconte, la manière dont il fait, c'est absolument ignoble. Et en même temps, quand je suis devant le film sur le moment, je suis complètement happé par le truc, ça me terrorise, je suis stressé, et entre guillemets, le film marche. Je suis dedans, je vois pas le temps passer, je suis en immersion. Et dès que le film se termine, je me prends tout à coup une espèce de violent recul qui me révulse, et je me sens pas très bien d'avoir autant été. Je pense que en fait j'étais dans le même état d'esprit, et j'ai eu les mêmes sensations que quelqu'un qui a adoré le film en fait. J'ai été complètement pris entre guillemets. Mm. Et ça Bah, m'arrive de temps en temps. ouais, mais c'est marrant parce que je dirais que ça.
enfin, je dirais que ça va en fait un peu dans le sens de ce que je disais avant, sans vouloir rapporter ce que tu as dit à mon propre discours, mais disons que moi aussi ça peut m'arriver, même si généralement je suis rarement pris par des sensations. Enfin, ça m'arrive plus trop maintenant d'être pris comme ça par notamment par exemple des films qui usent de grosses ficelles, etc. Souvent maintenant ça me tient plus à distance que l'inverse, mais ça peut m'arriver quand même. Par exemple, je me souviens de ah, je me souviens plus. Bon, bref, tant pis. Mais, mais en tout cas, je pense que justement, là, c'est typiquement un truc où tu me diras hein, si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que du coup, là, c'est un truc où, au moment même du film, tu as ressenti des sensations fortes, mais où à la suite, ce qui te restait, ce qui t'accompagnait, c'était particulièrement désagréable et pénible, en fait, en quelque sorte. Je sais pas, hein, c'est ça, du coup? Oui, et puis c'est très circonstanciel à ce film ou à d'autres qui m'ont fait ce même effet, qui sont des films après avec lesquels j'ai un vrai problème de fond, on va dire. Mm. Mais où sur le moment, en fait, je pense qu'en plus sur le moment, c'est que j'ai pas la place d'avoir un problème avec le film, comme mon esprit et à peu près tout mon corps en fait est mobilisé par ce que le film met en œuvre pour justement me saisir et quelque Mm, part me prendre en otage. Après, la Love Hunter, c'est un exemple typique de prise d'otage caractérisé de spectateurs très facilement observable et très facile tout court. Mais je me, je- moi, j'ai l'impression de me faire avoir dans ces cas-là et j'ai mm. l'impression que mon corps m'a trahi, quelque Mais part. c'est drôle, tu vois, que tu parles de prise d'otage et que souvent, aussi, on parle aussi souvent de claque. C'est un mot qui revient souvent, les cinéphiles ou n'importe qui, en fait, quand tu as un film, t'as vraiment pris très fort, on dit, ouais, je me suis pris une claque devant ce film. Et c'est drôle parce que c'est des termes, en fait, que si ça t'arrive avec des êtres humains autour de toi, si tu te fais prendre en otage et si tu te prends une claque, t'en es pas content, quoi. Et pour autant, c'est des moments où tu vis des sensations fortes. Mais tu vis des sensations fortes. Enfin, je veux dire, quand t'es pris en otage ou quand tu te prends une claque, ça te mobilise aussi dans ton corps entier et ça te fait vivre des sensations fortes. Mais c'est des sensations que tu ne souhaites pas, en fait, avoir. Et je trouve ça toujours curieux, moi, que ce soit des sensations qu'on peut rechercher dans les films alors que, enfin, évidemment, c'est à un niveau beaucoup moins fort hein, dans les films. Mais quoique, on ne sait jamais, hein, mais globalement, c'est ça. Ou dans les parcs d'attractions aussi, d'ailleurs. Mais bon, on va peut-être rester dans le domaine du cinéma. Mais moi, je trouve ça toujours très curieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, même dans les films, je trouve extrêmement désagréable aussi. Et moi, j'aime pas du tout être pris comme ça, très très fort et contre mon gré, en fait, par un film, quoi. Il y a il y a le fameux film Coup de poing aussi, qui est encore pire. Voilà, film coup de poing. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et je trouve ça vraiment, c'est quelque chose que je trouve en fait très curieux dans le vocabulaire. Et je pense que c'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est vraiment quelque chose qui est ressenti, une sorte de truc où tu Bah oui, sens les parce que choses très fort et tu as l'impression de te prendre une claque, de te prendre un coup de poing. Et en fait, je trouve ça toujours un peu voilà, étonnant qu'on trouve ça bien généralement. Enfin, quand quelqu'un dit je me suis pris une claque, c'est toujours que le film a été adoré. Enfin, on dit jamais je me suis pris une claque et je déteste ce film. C'est tout à fait amélioratif dans le vocabulaire commun, quoi. comme tu le dis, c'est pas qu'une question de vocabulaire dans la mesure où un film coup de poing en général, effectivement, est un film coup de poing dans la mesure où il va te donner cette sensation de un peu perdre de contrôle, d'avoir reçu un choc dont il faut se relever. Et souvent même, c'est l'ambition du film. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a des films qui sont largement pensés aussi dans le but de créer ces effets chocs, notamment avec pas mal de films où la fin va être travaillée de manière à ce que vraiment elle laisse le spectateur KO. Pense à Whiplash, par exemple, où la fin vraiment est très mobilisatrice physiquement et où laisse vraiment le spectateur pour le coup KO et c'est un vrai coup de poing parce qu'on a vraiment alors moi je me suis jamais pris une grosse baigne mais on a ce truc où le corps doit se remettre en route petit à petit pour pouvoir quitter la salle de cinéma. Alors on peut très bien aussi en avoir rien à foutre, mais Whiplash a quand même provoqué ça chez beaucoup de spectateurs, moi y compris d'ailleurs. Donc effectivement, c'est pas qu'une question de vocabulaire, parce qu'en général, il y a quelque chose qui se rapproche physiquement de ces termes-là. Prise d'otage, bah, typiquement, il y a la prise d'otage pour des films comme Love Hunter, où on se sent physiquement tellement impliqué qu'il y a une espèce d'angoisse qui s'installe, qui peut être très intense, qui est par un processus d'empathie, etc., etc., mais où effectivement, l'engagement physique correspond pas mal aux termes qui sont employés, et qui sont, comme tu le soulignes, extrêmement désagréables. Et je dirais que c'est d'autant plus désagréable que tu es capable, après coup, de cerner dans quel état tu as été et qu'est-ce qui a pu te mettre dans cet état, et que donc tu es conscient de ce qui a été mis en œuvre pour
manipuler, tout simplement. Le terme est un peu grossier, mais malgré tout, je trouve ça assez étrange qu'on prenne conscience de ce qui a été mis en œuvre pour arriver à ces effets très primitifs et qu'on arrive à en faire des qualités, en plus, souvent. Il y a quand même un truc très, très pervers, parce qu'en plus, ça crée plein de mécaniques après qui sont facilement reproductibles, du film coup de poing. Enfin, je pense que, honnêtement, c'est pas très difficile de faire un film coup de poing, si on se place dans le sillage de films qui sont caractérisés comme tels au bout d'un moment. Et d'ailleurs, quand un film est caractérisé de film coup de poing, souvent on a plein de clones après qui débarquent et qui vont tenter de reproduire les effets, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, ce qui est aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est, enfin, on en avait déjà parlé hors émission, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que très souvent, les réalisateurs aujourd'hui, en tout cas dans l'industrie hollywoodienne, mais même en fait, même en dehors, très souvent, quand on leur pose des questions sur ce qu'ils ont voulu faire dans le film, ce dont il parle en premier, c'est toujours l'effet voulu, enfin l'effet qui a voulu être provoqué sur le spectateur. Et je trouve ça très curieux parce que c'est vraiment le truc commun. Hein. Il y a à peu près tous les réalisateurs, au moins hollywoodiens ou au moins de films à grand spectacle, disent aujourd'hui, tiens, j'ai fait tel ou tel plan, j'ai fait telle ou telle scène parce que je voulais produire tel effet sur le spectateur. Et même dans certains cours de cinéma, etc., on parle souvent quand on veut analyser une séquence, on va parler de la façon dont elle organise cette sorte de manipulation du spectateur. Tandis que quand on regarde ce que disaient les cinéastes hollywoodiens des années 30, 40, 50, ils disaient pas forcément des choses toujours très pertinentes, hein, mais pour autant, ils parlaient de façon tout à fait différente des films. Et très souvent, ils disaient, je voulais raconter telle histoire, je voulais montrer telle ou telle chose qui se passe, je voulais montrer je voulais raconter l'histoire de ce personnage, enfin, etc. Et je trouve que ce déplacement du vocabulaire de je voulais raconter ou montrer ça à je veux faire ressentir ça à celui qui regarde le film, il est très, il veut dire, enfin, il montre beaucoup de choses en fait de la façon dont a évolué le cinéma et justement de cette tendance qui aujourd'hui est quand même très majoritaire à la manipulation du spectateur et qui non seulement est majoritaire mais qui en plus est admise et même favorisée en fait. J'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose de. Par exemple, il y a qu'à voir 1917 de Sam Mendes. Alors je l'ai pas vu, alors c'est un peu peut-être malhonnête de ma part d'en parler, mais je sais que le projet du film c'est un très long plan séquence pendant la Première Guerre mondiale. Et il me semble que le film se veut immersif, du moins dans les retours, j'ai entendu très souvent que c'était un film très immersif, très prenant, machin et tout. Enfin voilà, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, ce que Si, vous en si, pensez et si vous pouvez rebondir dessus. j'ai vu 1917. Je sais pas si tu l'as vu, Simon. Non, moi je l'ai pas vu. Oui, mais c'est vraiment un film qui se veut immersif complètement, et c'est beaucoup aussi un film d'effet. C'est-à-dire qu'il y a ces petits effets ponctuels par le son, par l'image, qui vont vraiment provoquer une sensation très précise chez le spectateur, qui est téléguidée quasiment, qui sont des effets chocs ou autres, un peu des effets de manche en fait. Et le problème en plus, dans un cas comme 1917, comme je suis le seul à l'avoir vu, je vais pas monologuer sur 1917 et pourquoi 1917 est un échec cuisant, mais là on a un cas quand même de films qui reposent pratiquement entièrement sur un effet justement. Ouais, c'est Et pour ça que je le citais en fait, c'est que sans l'avoir vu, c'est ce dont j'avais entendu, ce que j'avais entendu dire en fait sur le film et oui, même le projet même. Enfin, je crois que c'était son projet même. Du coup, c'est pour ça que je parlais c'est de la ce film-là sans l'avoir vu. dilatation, c'est la dilatation de l'espace et du temps pour essayer de créer une immersion. L'effet principal, c'est ça. Et après, il y a tout un tas de moments ponctuels dans le film qui sont là pour créer des effets, mais ne serait-ce que cette caméra flottante qui suit les personnages toujours à peu près à la même distance, etc., c'est déjà un effet en soi, puisque ça le positionne d'une certaine manière dans cet espace, etc., avec déjà une appréhension extrêmement, euh, enfin une approche sensitive déjà très singulière, très particulière. Plus particulière que singulière d'ailleurs, parce que ça n'a pas forcément très très inédit. Et il y a il y a un truc très étrange sur celle dans le film, c'est un point de vue un peu vidéoludique, qui est très étrange parce que du coup, on a l'impression de revoir un certain régime d'image auquel on est habitué, mais tout à coup déplacé de manière assez étrange. Toute cette construction visuelle amène à une grande artificialité et en fait tout dans le film est figé, mort, pris dans du formol et où la moindre action, le moindre geste, même au bout d'un moment le moindre décor devient un décor, devient un jeu et rien n'est incarné. C'est assez impressionnant, notamment, et je m'arrêterai là-dessus, je vous promets. Il y a un moment donné où il débarque dans une maison et en fait cette maison est un décor
fabriquée au milieu d'un champ. Cette maison n'a jamais été habitée. Et c'est assez dramatique parce qu'à ce moment-là, dans le film, d'un point de vue diégétique, Mm. les personnages arrivent dans cette maison. On doit comprendre que cette maison a été habitée, mais qu'elle a été précipitamment vidée de ses habitants à cause de la guerre. Ça, c'est ce que le film vise. Malheureusement, ce qui en découle, c'est un décor de Ok. cinéma qui n'a jamais été habité et qui a été entièrement fabriqué pour provoquer cette sensation. Et c'est toute cette approche visuelle très bizarre qui fait qu'en quelques minutes, les personnages passent d'un endroit à un autre dans une continuité temporelle qui crée tout un tas d'hiatus, etc. Et en fait, tout ça pour dire qu'il y a un immense paradoxe entre ce que le film entreprend et ce qui aboutit parce que son but ultime, c'est de créer une immersion quasiment absolue dans ce monde-là, qui finit par devenir une espèce d'immense terrain préfabriqué, manufacturé pour justement... En fait, ça devient un grand décor de cinéma dans lequel se déplacent les acteurs et se déplace la caméra. Et d'ailleurs, la promo du film a beaucoup été faite sur les conditions de tournage. Et il y a des bandes annonces officielles qui montrent plus d'images de making-of que d'images du film lui-même. Donc la performance devient un argument de vente, etc. Ouais, Mais ça, ouais. c'est un autre problème encore. Mais ça se fait pas mal aujourd'hui. D'ailleurs, pas qu'aujourd'hui, hein, ça se faisait aussi pas mal. Dans le cinéma hongkongais, je pense que ça se faisait pas mal aussi de vendre le film sur des performances, au-delà de la présence des performances elles-mêmes dans les films. Est-ce que les films se vendaient sur les performances, peut-être? Mais aujourd'hui, on le voit sur des films comme 1917, qui sont des cas d'école d'échecs cuisants. Pour revenir à ta question, Louis, au départ, parce que moi j'ai une approche un peu différente, c'est que tu disais donc qu'il y avait ces films dont on pouvait ressentir quelque chose de super fort en le voyant et d'apprécier le visionnage pendant qu'on était dans le visionnage, alors que pourtant il y avait tout un tas de problèmes de fond sur lesquels on était en désaccord. Et moi, à l'inverse, j'ai plutôt tendance à facilement me braquer dès qu'il y a un abus émotionnel. Donc, dans cette mesure-là, je rentre absolument pas dans le film et ça devient vraiment un calvaire de le regarder jusqu'au bout. Par contre, j'ai un effet un peu similaire. C'est qu'il y a des films que j'aime pas par principe, mais il y a un détail, un truc, dans le film qui va, m'interpeller, me fasciner, au point de limite le mettre au-dessus de tout ce que je n'aime pas, en fait, et de venir presque à défendre un film qui fait comme exception, par rapport aux règles que je me suis fixées. Je me suis dit, par exemple: «Ça, jamais dans un film et tout». Dans ce film, je suis prêt à le tolérer, pour d'autres choses Après, ça et pose j la. Ouais, vas-y, pardon. ouais, je pensais à justement, par exemple, des films là, j'ai vu dernièrement, le film Venom, que je trouve, par exemple, qui est un film assez fascinant sur plein d'aspects, alors que factuellement, je déteste ce genre de production. Je trouve le film, extrêmement mal écrit, il va pas du tout, où il prétend aller et cetera. Mais aussi, précisément parce qu'il ne va pas où il prétend aller, je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes dans Venom, qui ont pas forcément été soulevées et que je trouve extrêmement dommage que le film aille pas plus dans cette direction-là. Mais je pense entre autres à tout le rapport au corps qu'il y a dans ce film, il y a quelque chose de vraiment hérité du burlesque, mais pris au premier degré, quoi. Pris vraiment dans un truc, on va faire un film, creepy, on va faire un film flippant, heu, un film, voilà qui se veut un peu plus mature que la moyenne, au niveau des films de super-héros, ce qui est la grande marque de fabrique, aujourd'hui. Heu et en fait, on va prendre tous ces éléments burlesques pour en faire quelque chose de très sérieux et qui implique totalement le corps dans des dangers, extrêmes et qui implique, des choses extrêmement violentes, dans le film. Mais pour moi, le film vraiment exemplaire de ça, c'est Six Underground de Michael Bay, quoi, qui est un film que j'adore et que vraiment j'adore, qui est un de mes films préférés Je il crois est que c'est sorti fin 2019. ce début d'année ou en fin d'année dernière, je sais plus. Mais je te rejoins, j'aime bien ce Ouais, film. fin 2019. Ouais. Parce que vraiment, c'est un de mes films préférés de l'année et pourtant, je déteste Michael Bay par principe parce que c'est vraiment un cinéma dont je déteste tout, le montage, le discours politique, la manière de filmer, tout ça et je trouve que dans Six Underground, il y a quelque chose qui est incroyable, c'est que, je pense, mais que vraiment actuellement,
y a aucun meilleur publiciste que Michael Bay. C'est dans le spectre actuel de ce qui se fait en termes d'audiovisuel, et je parle pas que de cinéma, je parle aussi de ce qui se fait à la télévision, sur internet, tout. Je pense vraiment que Michael Bay a atteint le sommet de quelque chose dans le domaine de la publicité, et que je trouve absolument fascinant en fait dans ce film. Euh, et qui me fait adorer le film, alors qu'en fait toutes ses composantes sont des choses que je déteste. Moi, je me pose la question. Alors déjà, je voulais préciser vite fait que j'ai pas vu Venom, mais c'est drôle parce que il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont vu et à chaque fois, ça converge sur la même idée que c'est un film pas terrible, mais il y a quelque chose au niveau du corps, justement cette idée de résurgence burlesque qui est assez fort dans le film. C'est assez drôle. Enfin, voilà, je tenais juste à le signaler parce qu'en plus, c'est un film qui est vraiment très mal aimé et à chaque fois que j'en entends parler, c'est toujours la même chose qui revient. Mais bref, c'était un aparté que je voulais faire. Mais par contre, je me posais la question en fait de ce que tu disais sur ne pas aimer par principe, ou tu as parlé aussi des règles que tu t'étais fixées à l'avance. Et bah, ça me pose question en fait. Je voulais savoir ce que tu entendais par là plus précisément, parce que je me pose la question de ce que ça veut dire. C'est vrai que pour moi, en l'entendant, alors du coup, c'est pour ça que j'attends aussi de voir ce que tu auras à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que en fait, dans l'idée de ne pas aimer un film par principe, ou même à l'inverse d'aimer un film par principe, il y a quelque chose qui me gêne un peu, moi, dans cette idée, je dirais. Mais en même temps, je sais pas ce que tu entendais par là, du coup, précisément. Bah, du coup, par principe, moi j'entendais surtout par rapport à en fait, à des principes qui ne sont pas du coup déterminés nécessairement par le cinéma, en fait. J'entendais plutôt des principes qui déterminent d'autres choses de manière plus générale, Des parfois principes de vie, quoi. très, très intimes, en fait. Donc, j'ai pas forcément envie de donner des exemples précis, Ouais. mais des trucs, en fait, si je les vois dans un film, par exemple, je sais que ça va toucher à quelque chose chez moi, Une forme enfin, qui va très mal enfin, répondre à une forme ça, de quoi. Ouais, quelque désaccord. chose d'inacceptable, en fait. C'est une sorte de limite. Par principe, je dirais le principe des limites un indépassable, en fait. Et Ouais. c'est pas forcément un irreprésentable, parce que ça tient beaucoup aussi à la manière dont c'est présenté. C'est pas un problème de sujet, c'est toujours un problème de représentation du sujet. Mais c'est que pour moi, il y a des choses qui ne se font pas, ou qui devraient se faire autrement si elles se font. Euh, et, et du coup, il y a plein de choses que je trouve extrêmement gênantes dans des films. Il y a des films qui me sont, justement, on a parlé beaucoup de fois du terme d'abjection, et c'est vrai que ça implique en fait aussi de juger les films moralement, et de pas nécessairement les juger, sachant que la morale est toujours rattachée à des problèmes d'esthétique et tout ça, dans le domaine du cinéma. Mais c'est-à-dire que dans le jugement des films, voilà, il y a des sortes d'indépassables, des limites à ne pas franchir. Et globalement, je sais que si le film dépasse cette limite, ça va me poser problème. Ok, merci pour ta. Je vois un peu mieux ce que tu veux dire, parce que du coup, c'est vrai que je l'entendrais pas tout à fait comme ça, donc merci pour la précision. C'est vrai que moi, par principe, disons que ce que je craignais, c'était une sorte d'idée de avant même que d'avoir vu le film, il y a une sorte de truc, je me fais une idée du film, et par principe, je l'accepte pas. Mais du coup, ce que tu dis, c'est pas exactement la même chose, et ça Parce qu'en fait, le je principe comprends se mieux. Ouais. manifeste quand je suis en contact avec le film. C'est plus ça. Mm. Globalement, a priori, Venom est un film qui va pas du tout me plaire. Pourtant, je fais la démarche de le voir, et quand je le vois, je lui trouve des choses intéressantes. Mm. Euh, et il y a plein de films qui, des fois, vont correspondre très exactement à l'a priori que j'en ai. Mais pour autant, je ne me permets pas de juger un film a priori entièrement, Mm. tu vois. Ouais. Ouais, après, voilà, la question des a priori, c'est encore autre chose. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'ailleurs de parler de ça aussi, des a priori, parce que c'est vrai que moi, j'ai très souvent des a priori sur les films que je vois. Enfin, avant de voir les films, du coup. Mais en fait, je pense que c'est normal, et surtout à un moment donné, en plus, où tu commences à avoir une culture cinéphile assez dense, disons. Voilà, tu vas voir un film de telle personne, tu as déjà vu plusieurs films de cette personne-là, tu sais un petit peu de quoi il en retourne, enfin, tu sais, tu as une idée de quoi il en retourne, etc. Et du coup, forcément, tu as des a priori, en fait, quant au film devant lequel tu te présentes.
Et comment démêler ces a priori, après, c'est une autre question, mais aussi que faire dans quelle position, en fait, se mettre au moment où tu commences le film. C'est vrai que moi, j'essaie toujours alors, c'est sans doute illusoire et en fait, je pense qu'on peut jamais s'ouvrir complètement au film comme si c'était le premier film qu'on voyait de sa vie ou quelque chose comme ça. Et pour autant, d'essayer au moins de trouver une sorte de peut-être d'innocence, mais pas forcément d'innocence, mais du moins de me dire, voilà, là, il y a ce film-là, c'est comme une personne nouvelle qui se présente face à moi. Voilà, quelqu'un de nouveau qui se présente face à moi. Et du coup, je fais l'effort d'aller à sa rencontre, quoi, quel que soit le film. Même si c'est un film mettons, Scorsese, je déteste Scorsese, je vais regarder un film de Scorsese, je vais quand même me dire, je vais pas le regarder dans l'idée directement que je vais détester, quoi. Je me mets face, voilà. Après, il se trouve que Scorsese, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, malgré tout, j'ai toujours détesté tout en faisant ça, mais c'est pas une détestation de principe, justement. Tu vois, en l'occurrence, c'est une détestation voilà, c'est les films individuellement, voilà, de fait voilà, je suis allé à la rencontre du film, mais la rencontre s'est mal Il t'a passée. mis un coup de poing. Et du coup, voilà, rendez-vous manqué. Voilà, il m'a mis un coup de poing. Ouais. Et c'est à l'inverse aussi avec des réalisateurs que j'aime beaucoup. Hein. Par exemple, Ford, j'ai vu à peu près 35 films de Ford, il n'y en a pas un que j'aime pas. Mais pour autant, c'est pas que je les aime par principe, c'est que voilà, les films individuellement m'ont tous ému plus ou moins. Hein. Après, il y en a qui m'intéressent moins, mais voilà. Ouais, je suis d'accord. Non, le par principe, voilà, c'était vraiment quelque chose de principe, au sens vis-à-vis de moi-même, en fait, de certaines choses que j'accepte et que j'accepte pas, dans les films. Mais c'était pas du tout quelque chose, voilà, de qui relève de l'a priori, en fait. Parce que je suis plutôt de ton avis, justement, qu'il faut vraiment faire, si on va voir un film, on n'y va pas pour confirmer un jugement a priori, en fait, Ouais, c'est ça, ouais. Et on y va pour se. c'est déjà un effort, en fait, d'aller voir un film, de quelqu'un, donc on va s'ouvrir un minimum à ce que le film nous propose, Mmh. quoi. Ouais. Mais d'autant que ce qui est amusant, c'est que, eh ben, je sais que, enfin là, je reprends l'exemple de Scorsese parce que récemment, j'ai vu La Valse des Pantins. Et c'est un film qui, du coup, j'étais avec des a priori sur Scorsese. Je me suis ouvert au film, disons. Et le film, en fait, finalement, a quand même confirmé mes a priori, quoi. Et du coup, c'est lui-même, en fait, qui a fait cette confirmation des a priori et qui s'est enfermé dans cette confirmation des a priori, en quelque sorte. Et tandis que récemment, j'ai revu Le Convoi des Braves de Ford, pour reprendre les exemples Scorsese Ford. Et Le Convoi des Braves, c'est marrant parce que j'avais déjà vu et j'en avais en plus une idée assez précise de ce que c'était. Et en fait, en le revoyant, j'ai complètement été cueilli par un nouveau film et au bout de 10 minutes, c'est comme si j'avais oublié l'existence même de John Ford, quoi. Il y avait que ce film qui, qui, euh, qui, euh, qui était à l'écoute et qui faisait l'écho du monde entier devant moi, quoi. Enfin, après, je dis ça parce que le film me semble particulièrement sublime, mais il y a vraiment, voilà, il y a cet oubli total. Le film est complètement singulier. Et si John Ford avait fait que ce film-là de toute sa vie, ça aurait été pareil, quoi, pour Mais l'existence, est-ce par qu'on rapport peut à l'existence du film, complètement... du moins. La question est un peu bête, mais récemment, j'ai regardé Utoya 22 juillet, qui est ce film en plan séquence qui revient sur Mm. les attentats en Suède, et notamment l'attentat de l'île d'Utoya, où il y a un mec d'extrême droite qui a débarqué sur l'île et qui a tiré sur des jeunes. C'était un camp d'été, Ouais. en gros, d'un parti politique de gauche, parti travailliste, je crois. Et il a fait pas mal de morts, une histoire Mm. tragique. Et il y a un film qui est sorti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un film en plan séquence qui revient sur l'événement. Et le film Si, est, si, ouais. si tu veux, le film correspond exactement à l'idée que je m'en faisais. Et pour le coup, je commence de plus en plus à avoir du mal à me dire que si on me vend un film en me disant le film est en plan séquence pour plus d'immersion et pour qu'on soit plus au cœur de l'action, etc., j'ai de plus en plus de mal à me dire que ça pourrait m'intéresser parce que j'aime pas me fixer des principes, mais je commence à me dire que j'ai l'impression que par principe, un film qui prend ce parti pris ne peut pas fonctionner, ne peut pas me plaire, ne peut pas Mm. produire quelque chose d'intéressant, quelle que soit l'échelle, intellectuellement, émotionnellement, peu importe. Et tous les films comme Victoria, Birdman, Birdman c'est un peu différent, mais
Ouais, il y a Victoria, Utopia 22 juillet, 1917. C'est des films qui très systématiquement échouent pour la même raison. Et je finis par me dire que cette raison, qui est ce choix du plan séquence, ça ne marche pas. Alors, à quand le film qui va me faire changer d'avis? Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je me suis établi une espèce de principe esthétique indépassable où le plan séquence unique spectaculaire, je précise, ne peut pas fonctionner? Et surtout que là, c'est à chaque fois pour des événements plutôt tragiques, qu'ils soient réels ou non, quoi. Ouais, après, ça joue aussi dans le choix des films, parce qu'à un moment donné, tu dois toujours choisir des films, et il y a des films que tu fais le choix de ne pas regarder, tout simplement parce que tu peux pas regarder tous les films qui sortent au monde. C'est vrai que moi, Utopia, j'en avais entendu parler, et le projet même, en fait, m'a pas du tout donné envie, et du coup, je l'ai pas Mais vu, mais presque par principe en un certain sens, mais en tout cas, j'avais zéro envie de le voir. Je me suis dit, il y a mille et un films qui m'intéressent plus que celui-là. Par contre, sur l'idée du plan séquence, je me permets de te conseiller à la volée Encore Once More de Paul Vecchiali, qui est sorti en 88, je crois. Je sais pas si tu l'as déjà vu, hein, je conseille, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Et qui est un film, en fait, une succession de plans séquences. Chaque scène est un long plan séquence. Et de façon assez spectaculaire, hein, c'est pas des plans séquences très discrets. Et c'est un film que je trouve superbe. Mais du coup, voilà, je me permets de te le conseiller parce que c'est un film qui peut vraiment être vendu parce que c'est non seulement le projet, mais c'est même très très visible. C'est des plans séquences, ça bouge beaucoup, il y a pas mal de couleurs, il y a un côté théâtral, il y a beaucoup de circulation, etc. Donc c'est quand même très impressionnant et même on peut dire spectaculaire en un certain sens. Et même si je sais que Vecchiali n'aimerait pas on le qu'on salue dise que son malgré tout. film est un spectacle, mais, mais on le salue au passage, oui, il a 90 ans aujourd'hui, et il est encore là, et merci à lui de nous être si précieux. Mais, mais en tout cas, voilà, encore Once More, c'est un film qui, pour le coup, du coup, est une succession de plans séquences, et ça marche très bien, le film est très beau, mais parce que... Enfin bon, bref, il y a une raison, mais en tout cas, il est pas coincé dans cette intention d'immersion, disons, dans ce volontarisme immersif. Pas du tout, d'ailleurs, il n'est pas spécialement immersif, malgré tout. Bref. Il y a une dernière question que je souhaitais vous adresser, qui est une question assez pragmatique et très actuelle. Il faut être contemporain, c'est-à-dire à la fois très connecté à notre temps et décollé de celui-ci. Est-ce que vous avez envie de retourner au cinéma? Voilà, demain, c'est le déconfinement. Les salles ne réouvrent pas tout de suite. Est-ce que ça vous manque d'aller au cinéma? Est-ce que vous avez envie d'y retourner? Est-ce que vous êtes comme je crois que c'est 60% des Français. Enfin, c'est pas ça le chiffre, mais le chiffre, c'était que la deuxième activité qui manquait le plus aux Français, c'était d'aller au cinéma, a priori. D'après des sondages faits, je crois, par des instituts proches du cinéma. Mais bref. Euh, est-ce que ça vous manque? Est-ce que vous avez envie de retourner dans la salle de cinéma ou pas? Moi, je suis pas du tout un adepte de la salle de cinéma par principe, justement. J'aime bien aller au cinéma. Mais pour moi, il y a tout un tas de conditions qui doivent être remplies pour que j'apprécie y aller, justement. J'aime pas y aller juste parce que ça fait ma sortie de la semaine. Et je peux tout à fait me contenter de voir des films chez moi. Ce que je fais en fait la plupart du temps. Je vais maintenant très très peu au cinéma. Peut-être trop. Je suis allé très très souvent au cinéma. Mais maintenant, j'y vais beaucoup trop, peut-être. Peut-être qu'il y a eu un petit ras-le-bol, la fameuse overdose dont tu parlais. Euh, mais maintenant, moi, ça me pose absolument aucun problème de profiter d'un film tranquillement dans mon lit, dans mon salon, de faire pause ou de le voir en accéléré. Euh, et du coup, j'aurais très envie d'aller au cinéma pour voir certains films, oui. Mais en absolu, aller au cinéma, absolument pas. Et je pense pas, enfin non, en fait, je vais pas me lancer dans des considérations politiques sur la réouverture des salles en cette période, mais voilà, je pense pas que ce soit non plus la meilleure idée de faire ça. Voilà. Pour ma part, je suis pas mal allé au cinéma en 2019. Et la plupart des films que je suis allé voir, je les ai pas trop aimés, mais après il y a des films que j'ai beaucoup aimés aussi, hein, heureusement. Mais c'était surtout en fait le plaisir même du déplacement jusqu'à la salle et du déplacement en sortant de la salle, qui d'ailleurs est un plaisir pour moi. Je me rends compte en tout cas, c'est beaucoup plus un plaisir quand j'y vais tout seul, je crois, que quand j'y vais avec des gens. Je prends plus de plaisir à aller voir un film seul parce qu'en fait, j'aime beaucoup le moment où je sors de la salle et où je suis tout seul et où je marche dans la rue et où voilà, je reprends à la fois. En fait, il y a cette sorte de double mouvement de prendre contact avec tout ce qui se trouve autour et en même temps d'être encore travaillé par le film que je trouve très, très,
très très appréciable à titre personnel. Mais depuis début 2020, déjà en fait, j'allais plus trop au cinéma. Une sorte de lassitude, pas peut-être moins d'une sorte de plaisir de me rendre en salle que de cette sorte d'injonction un peu culturelle d'aller voir tel ou tel film. Par exemple, en 2019, j'étais allé voir Joker qui m'intéressait pas spécialement, mais j'étais allé le voir parce que j'en entendais beaucoup parler autour de moi et je m'étais dit tiens, je vais aller le voir aussi parce que c'est ce film-là. Et là, c'est vrai que ça, c'est un truc duquel je m'éloigne un peu depuis quelques mois. Et avant même le confinement, en fait, avant même le confinement, j'étais allé je sais plus combien de fois en salle avant le confinement, mais pas tant que ça. Ouais, ça reste quand même un petit peu, mais c'était très souvent pour des films qui m'intéressaient très particulièrement. Et alors qu'avant, j'y allais, des fois, il m'est arrivé de me dire tiens, j'ai envie d'aller au cinéma, je vais voir les séances qu'il y a cet après-midi, et du coup, je prends le film qui m'intéresse le plus a priori, mais sans que ce soit voilà. Alors que là, les films que je suis allé voir en 2020, c'était l'inverse, c'était un film. Je voulais aller voir ce film, et du coup, je regarde les séances pour aller le voir. Mais du coup, ça m'a pas manqué particulièrement de voir des films en salle. Après, malgré tout, il y a quand même ce truc enfin, la salle de cinéma, personnellement, ça, au niveau de tout ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ennui, la concentration, etc., pour le coup, ça m'aide beaucoup quand même à être avec le film de façon beaucoup plus prégnante. Et c'est quelque chose d'appréciable. Mais du coup, non, ça me manque pas particulièrement et j'y retournerai bien sûr, mais là, comme ça, j'ai pas grand chose à dire de particulier sur le retour dans les salles de cinéma. C'est pas du tout quelque chose qui me manque, c'est pas du tout quelque chose où je me dis à l'inverse, j'y retournerai pas. Mais ça dépendra de mes pratiques aussi. Au moment où je reviendrai en ville aussi, parce que pour l'instant, je suis pas en ville. Mais... Et puis selon les films qui m'intéressent, qui sortiront, a priori, là, je Moi, sais pas, je me suis pas trop renseigné sur la sortie non plus. je suis tout à fait d'accord que. Alors, moi, j'ai un truc un peu particulier, c'est que aller au cinéma avec des potes, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais sortir du cinéma avec des potes, c'est un truc que j'aime pas du tout. Oui, bah pareil en fait. Justement C'est pareil. pour ce truc d'injonction un peu sociale aussi, de parler du film qu'on vient de voir. Et moi, à chaud comme ça, quand tu es encore travaillé par le film et encore plus si c'est un film que tu as particulièrement aimé. Quand tu l'as détesté, c'est plus facile de trasher le film avec tes potes et de s'amuser là-dessus. Mais quand tu as particulièrement aimé le film, qui t'a particulièrement, ému et évoqué des choses, c'est très, très délicat de parler d'un film. Alors évidemment, quand il va, avec des amis cinéphiles, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'ils sont un peu dans le même, esprit que toi. Ils savent aussi, qu'est-ce que ça peut te faire, mais quand tu vas avec des gens, tout à fait innocemment, voir un film pour partager un bon moment entre potes, souvent, ils ont cette injonction, et c'est vrai que tu as pas pris, tu tu penses pas le cinéma, tu perçois pas le cinéma exactement de la même manière qu'eux. Il y a un décalage qui se crée et qui est toujours un peu embêtant parce que tu es dans un truc ouais, j'ai des fois, tu as besoin de parler du film, mais tu as pas envie d'en parler non plus, et inversement, des fois, on va te forcer à en parler alors que tu as pas du tout envie d'en parler. C'est toujours, très Moi, j'ai pas trop ce problème de la, disons, du côté, je parle pas des films de la même façon, etc. Enfin, souvent, ça me pose pas, j'ai pas l'impression de parler des films tellement différemment, finalement. Alors, tandis qu'il y a quelques années, je parlais vraiment, enfin, j'ai l'impression que, disons, que de ce point de vue-là, j'ai vachement évolué à titre personnel. Mais, mais je sais que j'ai un peu la même impression que toi. Et par contre, en fait, il y a, là où je peux le faire en confiance, c'est quand je sais que, en fait, les personnes qui sont avec moi, il y a, disons, un minimum d'écoute et d'attention aux besoins de silence, aux besoins etc. En fait, qu'il y ait pas, que l'injonction soit pas trop pesante. Et ce qui fait que là, je peux y aller sans trop de soucis parce que je peux me dire, finalement, si j'ai pas envie de parler, je parle pas, ce sera pas grave. Et si j'ai juste deux, trois choses à dire, ce sera pas grave non plus. Mais par exemple, en ce moment, je regarde des films de temps en temps avec ma mère et ma sœur à la télé, donc c'est pas pareil, mais voilà, on regarde ça ensemble à la télé. Et je sais qu'après, souvent, on a des discussions très intéressantes, alors même qu'elles sont pas cinéphiles au sens où on l'entend, en tout cas pas comme moi. Et pour autant, on a des discussions très intéressantes et où il n'y a pas de blocage dû au vocabulaire ou quoi que ce soit. Et ce que je trouve chouette, c'est que bah, parfois, on n'a rien à dire et on dit rien, quoi. Et parfois, on a beaucoup de choses à dire et on dit des trucs. Et c'est assez chouette. Et parfois, il y a deux d'entre nous trois qui ont des choses à dire et d'autres non, et c'est pas grave, quoi. Et récemment, d'ailleurs, on a fait quelque chose de très marrant et que je recommande, que je recommande à faire parce que si on a des gens dans notre famille ou dans notre entourage avec qui on est confiné, même si bon, le confinement se termine, mais
tant pis. Mais c'est en fait, on a regardé chacun son cinéma, qui est un film en fait, une compilation de 35 courts-métrages réalisés en 2006 par plein de réalisateurs connus. Réalisateurs et réalisatrices d'ailleurs, il y avait Jane Campion et peut-être d'autres, je sais. Mais et du coup, on a regardé ça avec ma mère et ma sœur, et en fait, on s'est fait un petit tableau avec des catégories pour des récompenses, etc. Puis on parlait de chaque court-métrage. On disait, ah ouais, celui-là, je l'ai aimé pour ça, je l'ai pas aimé pour ça. Là, ah ouais, là, celui-là, il y a ça qui m'a bien plu. Ah ouais, moi non, et tout. Enfin, c'était très chouette, en fait. C'était un petit moment très agréable. Et, euh, et là, pour le coup, après, c'était différent parce qu'en fait, on s'était mis d'emblée dans cette idée qu'on regarderait ça d'une façon sociale, disons, directement pour en discuter, etc. Mais, euh, mais ouais, enfin, sinon, je partage globalement ce que tu dis, Simon. J'aime bien aller avec des gens, mais j'aime pas sortir trop du cinéma avec des gens, à moins que ce soit des gens avec qui il y a une confiance tacite établie sur la répartition et la circulation de la parole, disons, et du silence. Après, il y a des fois où c'est compliqué aussi quand c'est un film que tu détestes et que ceux avec qui tu es allé voir le film ont beaucoup aimé. Moi, Us de Jordan Peele, ça m'a fait cet effet. C'est un film qui m'a mis très très mal à l'aise et que j'ai détesté. Et j'étais allé voir avec des gens qui l'ont plus ou moins apprécié, je me semblais pas qu'il y avait une grosse adoration, mais voilà. Et ils étaient à l'écoute de ce que je pouvais reprocher au film, hein, mais disons que pour moi, il y avait quelque chose d'assez douloureux en fait de me dire que moi j'avais ce sentiment que le film était vraiment irresponsable et ignoble. Et il y avait quelque chose d'assez douloureux en fait à me sentir très seul isolé en fait dans ce sentiment-là. J'avais l'impression, je me disais mais dans quel monde on est si on accepte sans problème un film comme ça. Il y avait quelque chose de cet ordre-là un petit peu, et qui peut être douloureux en fait. Je veux pas m'étaler là-dessus, voilà, mais ça peut être douloureux, je pense aussi, ces situations-là. Et toi, Louis, du coup? Écoutez, moi, ça me manque pas tellement, mais j'avoue avoir redécouvert le plaisir de la salle de cinéma depuis que j'ai pris avec ma compagne l'abonnement Pathé et que la séance de cinéma s'accompagne souvent de quelques friandises et où j'ai retrouvé en fait quelque chose de beaucoup plus ludique et joyeux et très simple en fait à aller au cinéma. Et en fait, maintenant, au cinéma, je vois principalement des grosses sorties en fait que je vais voir quand j'ai envie et je vais au cinéma voir des films que j'ai très envie de voir de manière très ponctuelle. Et en fait, après, je vais voir pas mal de films vraiment par plaisir de retrouver ce lieu. Et je finis par apprécier le lieu, y aller avec ma compagne ou avec des amis, voir un film par semaine, deux films par semaine, pour, euh, pour des raisons que j'avais perdues depuis longtemps. En l'occurrence, c'est vraiment pour juste passer un moment agréable. Et il se trouve en plus que ça m'a permis de me reconnecter avec un cinéma que je voyais peut-être moins et qui est bien souvent très bien. Et il y a pas mal de films en fait aujourd'hui qui sortent dans les gros circuits de distribution qu'on pourrait appeler pas forcément que les blockbusters, mais les gros films, euh, pas, pas, pas forcément que les gros films de studio, mais des films très exploités, américains, etc., que j'avais tendance un peu à moins regarder. Et en fait, où j'ai découvert beaucoup de qualité. Je me suis reconnecté avec un cinéma que j'avais un petit peu perdu de vue. Et le film qui m'avait vraiment reconnecté entre guillemets avec la salle de cinéma plus multiplex entre guillemets, c'est Glass de de Shyamalan, voilà, que j'ai pas adoré du Shyamalan. tout, mais que j'ai plutôt aimé. Et j'étais dans une salle qui était bondée et j'ai beaucoup aimé ce qui s'est joué dans le silence entre les spectateurs. Et je me suis dit que j'avais envie de retourner au cinéma tout Mm. à coup. Ouais, Et ça peut être effectivement, très depuis, agréable. je vais pas mal au cinéma avec ma petite carte d'abonnement où du coup je paye pas à la séance. Et je me rends compte en fait qu'il y a pas mal de films que j'ai bien envie de voir au cinéma, que je meurs pas d'envie de voir, mais que j'ai bien envie de voir en fait. Il y en a beaucoup plus que ce que j'imagine. Et moi, j'attends le déconfinement pour des films comme James Bond, par exemple. Voilà, il y a pas mal de films en fait que j'ai bien envie Ah, de moi, voir. j'ai très hâte du James Bond aussi. Ah ouais? Moi, Ah, moi, c'est j'aime plutôt l'inverse. James bien. Bond, ça m'intéresse pas le moins du monde, Mais bon, mais voilà. vraiment pas. Mais bon. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous, aussi bien à Simon qu'à Melaine qu'à tous ceux qui nous écoutent, un très bon déconfinement, même si a priori, quand vous nous écouterez, ce sera déjà passé. Mais en tout cas, merci Melaine, merci Simon. On se retrouve, bah, a priori, peut-être la semaine prochaine. Enfin, il y en aura peut-être au moins un de vous, Ouais, trois, bah, un, deux, Ah, merci trois, à merci à toi. même toi. trois du coup, qui seront là la semaine prochaine.
Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous, faites attention et ciao. Allez voir des films. On vous salue bien en tout cas. La petite référence, ouais. Bon, salut.